Bienvenue dans le module 3 de physique intitulé Électricité. La première leçon, le condensateur et le dipôle RC. On va commencer d'abord par parler d'une composante électronique qui s'appelle le condensateur. Donnons d'abord la définition et le symbole. Un condensateur est composé de deux conducteurs métalliques, on les appelle armatures, en influence mutuelle, séparés par un isolant appelé le diélectrique. Donc, deux conducteurs métalliques, peu importe leur forme, qu'ils soient plans ou bien cylindriques ou circulaires, ce sont deux conducteurs métalliques séparés par un isolant. Ça, c'est la définition d'un condensateur. Il est symbolisé comme suit. Les deux armatures ou bien les deux plaques du condensateur, le vide entre les deux plaques, ça constitue l'isolant diélectrique. Si on a un circuit électrique et on veut représenter un condensateur dans ce circuit, on le représente par deux tirets parallèles de même longueur séparés par un espace. Ceci, ce sont des photos de différents condensateurs qui ont différentes formes selon le domaine de leur utilisation. On va passer maintenant à une expérience appelée charge et décharge du condensateur. Après cette expérience, on va discuter les résultats obtenus. On réalise la charge et décharge d'un condensateur. Pour cela, on a besoin du matériel suivant: un générateur de tension continue, un interrupteur à double position, un condensateur, un galvanomètre à zéro central qui indique le passage du courant dans un sens comme dans l'autre, une résistance et enfin d'un voltmètre. On va maintenant réaliser le montage indiqué sur la figure qu'on voit sur l'écran. Alors on part du générateur vers la position 1 de l'interrupteur, puis de la position centrale vers le condensateur, du condensateur vers le galvanomètre et du galvanomètre vers la résistance. Après, de la résistance vers le générateur. Maintenant, on va relier la deuxième partie de l'interrupteur, c'est la position 2 à la position de la résistance, et brancher un voltmètre aux bornes du condensateur. Ce voltmètre va indiquer la valeur de la tension aux bornes du condensateur. Le voltmètre se branche toujours en parallèle, alors que l'ampèremètre ou bien le galvanomètre se branche en série. On allume le générateur et on le fixe sur la tension 6 volts. Le voltmètre a un calibre de 10 volts. On allume le générateur et on met l'interrupteur en position 1. On voit que l'aiguille du galvanomètre a dévié puis il est revenu à 0. Alors que la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur 6 volts. On dit que le condensateur est chargé. On fait passer l'interrupteur dans l'autre position, la position 2. On voit que l'aiguille du galvanomètre dévie dans l'autre sens, ce qui indique le passage du courant dans le sens opposé au précédent. Et la tension au bord du condensateur devient nulle. On dit que le condensateur est déchargé. Alors, d'après l'expérience précédente, on a vu que le montage utilisé est le suivant: un générateur de tension continue
idéal. Il a une force électromotrice E, un interrupteur à double position, un condensateur, un ampèremètre et une résistance. À savoir, si l'interrupteur est en position 1, alors le condensateur se charge et le voltmètre, la tension aux bornes du condensateur passe de la valeur 0 progressivement à la valeur E. Si c'est 6 volts, ça sera à la fin 6 volts. L'ampèremètre indique le passage d'un courant pendant un certain temps. C'est le temps qu'il faut pour charger le condensateur. Donc on peut dire que lorsque l'interrupteur est en position 1, j'ai initialement U du condensateur et les nuls, et à la fin, c'est-à-dire tendant vers l'infini pour nous, un temps très grand, U devient égal à E. Donc l'interrupteur en position 1, le condensateur se charge, et à t égale à 0, on a UC égale à 0, et à un t très grand, on a UC égale à E. On distingue le circuit de charge par l'existence du générateur dans ce circuit. Si on a un condensateur et un générateur, on va déduire que ce circuit sert à charger le condensateur. Lorsqu'on fait passer l'interrupteur en position 2, il n'y a pas de générateur dans la position 2 et le condensateur il est déjà chargé, il va jouer le rôle d'un générateur. Il va débiter le courant dans le circuit et l'ampèremètre va indiquer le passage d'un courant pendant une durée delta de t. Pendant cette durée, la tension au bornes du condensateur diminue de la valeur E à la valeur 0. Donc, lorsque l'interrupteur est en position 2, le condensateur se décharge et à l'instant t égale à 0, U était égal à E et après un temps assez grand, on a UC égal à 0. Maintenant, on va essayer de suivre qu'est-ce qui se passe au niveau des plaques du condensateur lorsque il se charge. Cette animation nous montre le suivi de la charge du condensateur au cours du temps. On a un circuit formé d'un condensateur et d'un conducteur ohmique ainsi qu'un générateur. Le générateur déplace les électrons de la plaque supérieure du condensateur vers la plaque inférieure. Et on constate que la plaque supérieure devient positive, alors que celle au-dessous devient négative. Et on voit que la charge du condensateur augmente au cours du temps pour atteindre une valeur finale à la fin de la charge. Maintenant, voyons l'évolution de l'intensité du courant de charge du condensateur. On constate qu'au départ, l'intensité commence d'une valeur positive et au fur et à mesure que les plaques se chargent, l'intensité diminue progressivement. Et à la fin de la charge, c'est-à-dire lorsque les électrons s'arrêtent de se déplacer, l'intensité devient nulle. Donc on peut dire que les plaques du condensateur portent des charges opposées, c'est-à-dire que la plaque supérieure porte une charge positive, la plaque inférieure porte une charge négative, donc les deux charges sont égales en valeur absolue. La charge électrique s'exprime en coulomb. Le symbole c'est C majuscule. Si on nous demande de calculer la charge du condensateur, on donne toujours la valeur de la charge de la plaque positive. Tout condensateur possède une capacité, ne peut pas supporter une charge infinie. Et pour ça, on montre que la charge d'un condensateur et la tension U aux bornes du condensateur sont proportionnelles. C'est-à-dire que la charge du condensateur égale à une constante fois la tension aux bornes du condensateur. Cette constante de proportionnalité s'appelle la capacité du condensateur. Donc la capacité du condensateur, c'est le rapport de la charge du condensateur sur la tension aux bornes de celui-ci. C'est une grandeur exprimée en farad. Alors d'après l'équation ici, la capacité est en coulomb par volt. Le coulomb par volt n'est autre que le farad, du symbole F majuscule. Farad relativement au savant Michael Faraday.
L'unité farad est une unité très grande. On utilise souvent les sous-multiples du farad, à savoir le millifarad c'est 10-3 farad, le microfarad c'est 10-6, le nanofarad c'est 10-9, le picofarad c'est 10-12. On va parler maintenant de la relation entre charge et intensité du courant dans un circuit où se trouve un condensateur. On a remarqué lors de la charge et de la décharge que le courant a deux sens opposés. C'est-à-dire lors de la charge, il circule dans un sens, lors de la décharge, il circule dans le sens opposé. Donc si on prend un condensateur de bornes A et B, la première chose qu'on fait, on oriente ce circuit. C'est-à-dire, on va poser une flèche sur le circuit sur laquelle est écrit la lettre I. Cette flèche, elle est arbitraire. Je tiens à rappeler, cette flèche n'indique pas le sens réel du courant. Il indique que si le courant suit ce sens, il est compté positif. S'il ne le suit pas, il est compté négatif. On appelle cette flèche l'orientation du circuit, c'est-à-dire l'orientation du courant I. Après l'orientation du circuit, on représente la tension aux bornes du condensateur. Et on choisit pour cela que la flèche qui représente la tension soit de sens opposé à l'orientation. C'est ce qu'on appelle en physique la convention récepteur. C'est-à-dire en convention récepteur, la flèche qui représente la tension est de sens opposé à la flèche qui représente l'orientation du circuit. Donc, on va essayer toujours dans les circuits électriques qu'on aura cette année à représenter le condensateur toujours en convention récepteur. C'est-à-dire la flèche de la tension au bord du condensateur est de sens opposé à celle de l'orientation du circuit. Maintenant, les plaques du condensateur. La plaque à laquelle arrive la flèche de l'orientation porte toujours la charge notée Q. Par contre, l'autre plaque porte la charge moins Q. Ceci veut dire, si cette charge est positive, l'autre elle est négative. Ou bien, si celle-là est négative, l'autre elle est positive. Mais on doit noter toujours la charge de la plaque sur laquelle arrive la flèche de l'orientation. On la note la charge. Donc en convention récepteur, il y a une relation entre l'intensité du courant et la charge. Cette relation est la suivante, c'est I égale la dérivée de la charge de la plaque A sur dt, c'est-à-dire dQ sur d de t. C'est une relation très importante qu'il faut retenir si on veut bien comprendre les phénomènes qui se passent lors de la charge et lors de la décharge du condensateur. N'oublions pas que cette relation, elle est valable soit lors de la charge ou bien lors de la décharge. Après la relation entre charge et intensité, on va maintenant déterminer la relation entre intensité et tension au bord du condensateur. Pour cela, on donne les relations déjà établies. On a la charge du condensateur égale sa capacité fois la tension au bord du condensateur. Et on a I égale à la dérivée de la charge sur dt. Donc le I égale, si je remplace la charge par Cu, ça fera la dérivée de Cu sur dt. C est une constante, je la fais sortir. Donc il reste I égale C fois du sur dt. Donc cette leçon est basée sur cette relation entre l'intensité du courant et la tension au bord du condensateur. Cette relation est très intéressante et elle est utilisée dans la réponse de plusieurs questions pour cette leçon. Maintenant, si on a plusieurs condensateurs, on peut les associer. Alors, on va faire deux associations possibles. C'est l'association en série. Ça veut dire un condensateur à côté d'un autre condensateur. Soit par exemple un condensateur de capacité C1 et un autre de capacité C2. Je prends la flèche de la tension U1, j'appelle la charge de cette plaque Q1 et celle de l'autre plaque Q2. Je peux remplacer les deux condensateurs par un seul, de capacité CE, la capacité équivalente, et qui porte une charge Q et qui a une tension U.
On voit ici que la tension U1 plus U2, elle est égale à U. C'est la relation entre la tension des deux condensateurs et celui du condensateur équivalent. La chose la plus importante dans l'association en série, c'est que tous les condensateurs, même le condensateur équivalent, portent tous la même charge, quelle que soit leur capacité. C'est-à-dire qu'on a toujours Q1 égale Q2 égale à Q. La capacité équivalente de cette association en série est calculée à partir de la relation suivante. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc la capacité du condensateur équivalent d'une association en série est plus petite que C1 et C2. Donc la capacité équivalente est plus faible, mais la tension est plus grande que U1 et U2. On peut nous poser la question, quel est l'avantage d'une association en série? On va répondre que l'avantage, c'est que le condensateur équivalent supporte une tension supérieure aux tensions que peuvent supporter les deux autres condensateurs. La deuxième association, c'est l'association en parallèle. Donc, j'ai deux condensateurs en parallèle, C1 et C2. D'après le montage ici en parallèle, la tension de C1 est la même que celle de C2, est la même que celle du condensateur équivalent. À savoir qu'en parallèle, tous les condensateurs possèdent la même tension, U1 égale U2 égale à U, quelle que soit leur capacité. Mais la capacité équivalente, c'est la somme de ces deux-là, c'est-à-dire que C égale à C1 plus C2. Donc ici, on a augmenté la capacité. L'avantage d'une association en parallèle, c'est d'augmenter la capacité. Augmenter la capacité veut dire aussi augmenter le réservoir d'énergie. Donc, plus la capacité est grande, plus le condensateur emmagasine de l'électricité. Enfin, on va essayer de donner l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. Donc, on peut nous demander, selon la branche où on est, sciences expérimentales option PC ou bien sciences mathématiques, de retrouver cette relation, surtout pour les sciences mathématiques. On va commencer par donner l'expression de la puissance électrique d'un condensateur. En électricité, la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Ceci veut dire que si je remplace I par C dUC sur dt, la puissance devient P égale UC fois C fois dUC sur dt. Cette expression, ça nous rappelle en mathématiques la formule F fois F'. Donc je peux écrire cette relation comme suit. C UC dUC sur dt, c'est comme si je fais la dérivée de 1 demi C UC au carré. Je rappelle que UC, la tension au bord du condensateur, se comporte comme une fonction en mathématiques. Donc la dérivée de f au carré, c'est 2f f'. C'est 2 fois 1 demi, ça devient 1. F, c'est UC. F', c'est dUC sur dt. D'autre part, il y a une relation entre la puissance et l'énergie électrique. Cette relation, c'est la puissance instantanée égale la dérivée de l'énergie sur d de t. Par identification, c'est-à-dire en comparant ces deux relations, on va trouver que l'énergie électrique, elle est égale à 1 demi CUC au carré plus une constante. La dérivée de la constante égale à 0. La constante, on la trouve avec les conditions initiales. Initialement, le condensateur n'est pas chargé. Ça veut dire que cette valeur est égale à 0. Donc, il ne porte pas d'énergie. Donc, 0 égale à 1 demi C fois 0 plus la constante. On en déduit que la constante est égale à 0. D'où, finalement, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit E électrique égale 1 demi C UC au carré. Si on nous demande calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur, j'applique directement la relation. Si on me demande d'établir cette expression, je dois suivre cette démonstration. Maintenant, après avoir parlé du condensateur,
On va passer maintenant à l'association d'un condensateur avec une résistance. C'est ce qu'on appelle le dipôle RC. Ce dipôle RC, on va le soumettre à un échelon de tension, c'est-à-dire on va lui appliquer une tension. Alors l'échelon de tension, on va le définir comme suit. Il y a un échelon de tension croissant ou bien ascendant, c'est-à-dire que c'est une tension qui est nulle avant un instant et elle devient égale à une constante juste après cet instant. Je peux représenter ça graphiquement. Donc, avant l'instant 0, la tension était nulle. À l'instant 0, elle passe à la valeur E. Ça ressemble à un interrupteur, il est ouvert et lorsque je le ferme, la tension passe de 0 à E. Lorsque j'applique cet échelon au dipôle RC, le condensateur se charge parce que avant l'interrupteur était ouvert, juste après on ferme l'interrupteur. Il y a un autre type d'échelon de tension, c'est un échelon de tension décroissant. C'est le contraire du premier. Il avait une valeur constante avant un instant T0 et il devient nul après cet instant. C'est comme si j'ai un interrupteur fermé et après j'ouvre cet interrupteur. Donc son graphe est le suivant. Elle avait une valeur constante avant l'instant 0. Juste à l'instant 0, il devient nul. C'est comme si j'avais un interrupteur fermé, puis je l'ouvre. Cet échelon de tension est appelé aussi échelon de tension descendant. Donc, lors de l'application d'un échelon de tension croissant à un dipôle RC, on va assister à la charge du condensateur et lorsque il est soumis à un échelon de tension décroissant, on va assister à la décharge du condensateur. On passe maintenant à l'étude expérimentale concernant l'application d'un échelon de tension à un dipôle RC. C'est une question qui peut être demandée lors des exercices, c'est-à-dire de donner le schéma du circuit qu'on doit utiliser. Donc, ce qu'on veut, c'est visualiser les variations de la tension au bord du condensateur. Je veux maintenant voir comment se charge le condensateur. Est-ce qu'il se charge instantanément ou bien progressivement? Si c'est progressivement, est-ce qu'il se charge linéairement ou bien d'une autre façon? Pour cela, on prend le schéma suivant. Un générateur de tension continue d'une force électromotrice constante E, un interrupteur à double position, un conducteur ohmique et un condensateur. Lorsque l'interrupteur est en position 1, on a le circuit suivant. C'est-à-dire que le condensateur se charge. Ça correspond à un échelon de tension croissant. Pour visualiser la tension au bord du condensateur, on utilise un oscilloscope. L'oscilloscope possède une masse et deux voies. Ici, je veux voir une seule tension. Je vais utiliser l'une des deux voies de l'oscilloscope. Toujours avant de le brancher, c'est-à-dire avant de poser ces deux symboles. Il faut orienter le circuit, tracer la flèche qui représente la tension en convention récepteur. Après, on place ce symbole qui s'appelle la masse de l'oscilloscope au début de la flèche et on place cette flèche qui s'appelle la voie Y de l'oscilloscope à côté de la flèche de la tension. Et comme ça, sur l'oscilloscope, je vais voir la tension au bord du condensateur. Lorsque je mets l'interrupteur en position 1, je vais visualiser la tension lors de la charge. Si je le mets dans la position 2, je vais visualiser la tension au bord du condensateur lors de la décharge. Donc, lorsque l'interrupteur est en position 1, le dipôle est soumis à un échelon de tension ascendant parce que avant 0, il était nul. Après 0, ça devient E. Et lorsqu'il est en position 2, le dipôle est soumis à un échelon de tension descendant, c'est-à-dire décroissant. Avant cet instant, on avait la valeur E. Après, ça devient 0. Donc, en faisant basculer 1 à 2 l'interrupteur, on fait charge et décharge. Maintenant, on va voir une expérience qui illustre
la charge et la décharge du condensateur sur un oscilloscope. Cette vidéo est consacrée à l'expérience de la charge et la décharge du condensateur. On voit devant nous le matériel expérimental qu'on va utiliser lors de cette expérience. On a besoin d'un générateur basse fréquence, GBF, d'une résistance à peu près 500 ohms, puis d'un condensateur et d'un oscilloscope numérique. Maintenant, on va réaliser le montage qui apparaît sur l'écran. On va commencer par le GBF et on va vers la résistance. Après, on sort de la résistance et on va vers le condensateur. Puis, du condensateur, on retourne vers le GBF. Maintenant, le schéma est fait. On va visualiser sur la voie Y1 de l'oscilloscope numérique la tension aux bornes du GBF, la masse de l'oscilloscope à la masse du GBF et la voie Y1 de l'oscilloscope reliée à la voie du GBF. Puis, on va visualiser sur la voie Y2 la tension aux bornes du condensateur. Donc sur Y2, on voit la tension aux bornes du condensateur. La masse à la masse, puis la voie Y2 vers le condensateur. Maintenant, on va approcher l'écran de l'oscilloscope numérique et on va visualiser les tensions du GBF, puis la tension aux bornes du condensateur. Le GBF délivre une tension carrée qui se forme d'un échelon de tension croissant et un échelon de tension décroissant. Ça veut dire que le dipôle RC il est à la fois soumis à un échelon de tension croissant et après à un échelon de tension décroissant. Le GBF joue le rôle d'un interrupteur qui se ferme et qui s'ouvre automatiquement et périodiquement en délivrant une tension carrée. Maintenant, on va voir la tension aux bornes du condensateur. On voit que lorsqu'il est soumis à une tension croissante, c'est-à-dire un échelon de tension croissant, la tension aux bornes du condensateur augmente progressivement et le condensateur se charge. Lorsque le GBF coupe le courant, c'est-à-dire le dipôle est soumis à un échelon de tension décroissant, le condensateur se décharge dans le circuit et on a une courbe qui décroît progressivement. D'après l'expérience précédente, lorsque l'interrupteur est en position 1, on observe sur l'écran de l'oscilloscope la figure suivante, qu'on appelle oscillogramme. La tension du condensateur augmente progressivement pour se stabiliser à une valeur constante. Donc on peut diviser cette courbe en deux parties. Une partie où la tension croît progressivement, une partie où la tension devient pratiquement constante. On appelle cette partie où la tension augmente progressivement le régime transitoire et l'autre partie où la tension reste constante le régime permanent. Donc lors de la charge du condensateur, il existe un régime transitoire et un régime permanent. Le régime permanent, c'est lorsque le condensateur est chargé. Le régime transitoire, c'est lors de la charge du condensateur. Donc, avec un schéma simplifié, ça donne quelque chose de ce genre. Cette partie, c'est le régime transitoire et l'asymptote horizontale ici, la courbe tend vers cette asymptote, c'est le régime permanent. Mais lorsque l'interrupteur est en position 2,
on avait une courbe décroissante. C'est-à-dire sur l'oscilloscope, on observe l'oscillogramme suivant. La tension part de la valeur initiale qui était E et elle descend progressivement jusqu'à s'annuler. Ici aussi, lors de la décharge, il y a deux régimes. Un régime transitoire qui correspond à la décharge du condensateur et un régime permanent lorsque le condensateur est déchargé. Donc schématiquement, on peut représenter ça comme suit. Une partie descendante, c'est le régime transitoire. Une partie constante, c'est le régime permanent lorsque la tension elle est nulle. On a vu lors de cette expérience la variation de la tension au bord du condensateur, mais on aimerait bien voir la variation de l'intensité du courant dans le circuit, soit lors de la charge ou bien lors de la décharge. Mais il y a un petit problème, c'est que l'oscilloscope est un voltmètre, donc il ne peut pas visualiser l'intensité. Alors pour surmonter cette difficulté, c'est-à-dire pour visualiser l'intensité du courant, on visualise la tension aux bornes du conducteur ohmique. Puisque la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité sont proportionnelles, U égale à RI. Donc si je vois la courbe de UR, c'est comme si je vois la courbe de I. N'oublions pas que U égale à RI en convention récepteur, c'est-à-dire les deux flèches sont de sens opposé. Donc on peut nous demander dans une question, comment faire pour visualiser l'intensité du courant sur un oscilloscope? La réponse est de dire qu'on doit visualiser la tension au bord de la résistance. Pour visualiser une intensité sur un oscilloscope, il suffit de visualiser la tension UR qui est égale à RI au bord de la résistance. Donc le schéma est le même, mais cette fois-ci, on va voir sur l'oscilloscope la tension au bord de R qui représente celle de I. Cette tension, elle est de cette forme. Lors de la charge, elle descend progressivement jusqu'à s'annuler, c'est-à-dire que cette intensité, elle est maximale au début de la charge, nulle à la fin de la charge. Lors de la décharge, ce courant qui était positif, il devient négatif. Ça veut dire qu'il change de sens. Il commence d'une valeur négative et il augmente progressivement pour atteindre la valeur 0. Ça, c'est lors de la décharge. Ce qu'on constate, c'est que l'intensité n'est pas une fonction continue. Il termine la charge par 0. Au début de la décharge, il commence d'une valeur négative. Il termine la décharge par la valeur 0. Il commence la charge avec une valeur positive. Donc ici, il y a une discontinuité. Donc on peut dire que la tension du condensateur qui augmente progressivement jusqu'à atteindre la valeur E lors de la charge, puis elle descend progressivement jusqu'à s'annuler lors de la décharge, est une fonction continue. Donc U de t est une fonction continue. Alors que l'intensité qui commence d'une valeur maximale au début de la charge et qui devient nulle à la fin de la charge n'est pas une fonction continue, car l'autre phase, il commence d'une valeur négative pour atteindre 0 à la fin. Donc, comme conclusion de cette expérience, la tension au bord du condensateur est une fonction continue, alors que l'intensité du courant est une fonction discontinue. Après cette étude expérimentale, on va passer maintenant à l'étude théorique pour retrouver tous ces résultats expérimentaux. Pour cela, on passe à l'étude théorique. Avant de passer à l'étude théorique, on va rappeler une loi qui s'appelle la loi d'Émail. Cette loi, elle est utilisée dans le domaine électrique pour trouver une relation entre les tensions au sein d'un circuit. C'est-à-dire, si j'ai un circuit électrique et je veux trouver une relation entre les différentes tensions de ce circuit, j'utilise la loi d'Émail.
On peut aussi nous dire la loi de l'additivité des tensions. Cette loi d'Emma dit que la somme de toutes les tensions UI du circuit égale à 0. Mais cette somme, chaque tension est multipliée par un coefficient alpha. Si la tension possède le même sens que l'orientation du circuit, le alpha est égal à 1. Mais si la tension a un sens opposé à celui de l'orientation, le coefficient alpha possède la valeur moins 1. Donc je vais avoir des plus et des moins à côté des tensions. Par exemple, prenons ce circuit. J'ai 1, 2, 3, 4 dipôles. J'ai orienté le circuit dans ce sens, comme on voit sur la flèche. C'est-à-dire que sur cette branche, l'orientation est vers le haut. Celle-là, c'est de A vers B. L'autre, c'est de B vers C. L'autre, il est orienté de C vers D. Chaque composant a une tension, V1, V2, V3, V4. D'après la loi d'Emma, cette tension sera précédée par un signe plus, puisqu'il a le même sens que l'orientation. Par contre, V2 sera précédé d'un signe moins, parce qu'il est de sens opposé à l'orientation. De même pour V3, il est opposé à l'orientation, donc il sera précédé d'un signe moins. La même chose pour V4. Donc la relation mathématique entre les différentes tensions ici est la suivante. V1 moins V2 moins V3 moins V4 égale à 0. On sera amené à appliquer la loi d'Émaille dans l'étude théorique du dipôle RC. On va commencer par l'étude d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension croissant. C'est le premier cas à étudier. Et lors de cette étude, on va commencer toujours par donner ce qu'on appelle l'équation différentielle de la charge du condensateur. Donc, prenons le circuit électrique utilisé. On a un générateur idéal de tension qui possède une force électromotrice E, un interrupteur K fermé, un conducteur ohmique et un condensateur. Cette flèche, c'est l'orientation du circuit. Je continue la flèche, ça descend vers le bas. Je représente la tension de la résistance en convention récepteur, c'est-à-dire de sens opposé, de même pour le condensateur. Si je veux appliquer la loi d'Émaille ici, ça sera E, puisqu'il est de même sens, moins UR, moins UC. Donc l'application nous donne E moins UC moins UR égale à 0. Je fais passer le UC et l'UR de l'autre côté, ça me donne UC plus UR égale à E. On veut l'équation différentielle de la charge du condensateur, c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc UR ne doit pas rester dans l'équation. Pour cela, je vais appliquer la loi d'Ohm pour trouver UR. UR, elle est égale à RI. Et je sais, d'après les paragraphes précédents, que le I est égal à C dUC sur dt. Donc le UR devient R fois C dUC sur dt. Donc je vais remplacer dans cette relation UR par cette forme. Donc je trouve que UC plus RC dUC sur dt égale à E. Ceci en mathématiques s'appelle une équation différentielle. Mais pour l'écrire sous la forme canonique, il faut toujours que la plus grande dérivée possède le coefficient 1. Donc je divise ça par RC. On trouvera cette dérivée toute seule, dUC sur dt, plus 1 sur RC fois UC égale à E divisé par RC. On appelle cette relation équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre. J'explique ces termes. Une équation différentielle, c'est une relation entre une fonction et ses dérivées. Du premier ordre,
car il y a la dérivée première, f'. À coefficient constant, j'ai le coefficient 1 sur RC, ce sont des constantes. Avec second membre, ça veut dire que égal à un membre différent de 0. Dans cette équation différentielle, l'inconnu c'est UC. Donc on doit chercher la solution de cette équation différentielle. Donc on nous pose toujours cette question, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Je dois dessiner le circuit, appliquer la loi des mailles, remplacer UR et trouver l'équation différentielle. On va maintenant remplacer ce produit RC par une constante qui s'appelle la constante du temps du dipôle RC. Le produit RC est homogène à une durée, c'est-à-dire elle a l'unité d'un temps. On l'appelle constante de temps du dipôle RC. Donc cette constante de temps du dipôle RC notée tau égale à RC, elle est spécifique au dipôle RC. Il nous donne une idée sur le temps qu'il faut pour atteindre le régime permanent, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le condensateur soit chargé. Plus tau est grande, plus le temps de charge est lent. Plus tau est petite, plus le condensateur se charge vite. Avec cette constante de temps, l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme dUC sur dt plus 1 sur tau UC égale à E sur tau. Donc on peut l'écrire soit avec RC, soit en remplaçant RC par tau, selon l'exercice. On peut nous demander de retrouver la dimension de tau. On utilise l'analyse dimensionnelle. Commençons d'abord par donner la dimension de R. D'après la loi d'Ohm, U égale à RI montre que la dimension de U est égale à la dimension de R fois la dimension de I. Donc la dimension de R, c'est la dimension de la tension sur I. Vous allez trouver sur la chaîne une vidéo consacrée uniquement à l'analyse dimensionnelle. Donc je peux remplacer dans le produit RC la dimension de R par UR sur I. Maintenant, la dimension de C. On a Q égale à C fois U. Donc la dimension de C, c'est la dimension de la charge sur la dimension de U. Ça veut dire que la dimension de la charge, c'est I fois T. Donc si je fais maintenant tau qui est égal à RC, ça donne pour R, UR sur I, et pour C, IT sur U. Je simplifie la dimension de I, et la dimension de I, il me reste T. Donc tout a la dimension d'un temps, donc son unité, elle est la seconde. C'est une question couramment posée dans l'électricité. Maintenant, on passe à la solution de cette équation différentielle. Alors, la solution de l'équation différentielle pour le dipôle RC, on n'est pas censé la connaître. Mais on nous donne la formule générale de la solution et à nous de déterminer les constantes qui sont dans cette solution. Alors, cette équation différentielle possède la solution suivante. UC égale A plus B exponentielle alpha fois T. Avec A, B, alpha, ce sont des constantes qu'on doit déterminer. Ce que je vais faire maintenant, on le refait dans tous les exercices. Alors, je demande votre attention pour ces étapes. Premièrement, on va reporter cette solution dans l'équation différentielle. C'est-à-dire, dans l'équation différentielle, je vais remplacer UC par cette expression et je vais encore remplacer sa dérivée. Donc, puisque UC est de cette forme, la dérivée de UC, c'est B alpha exponentielle alpha T. Donc, je vais remplacer DUC par cette expression et UC par cette expression. Donc, j'aurai la dérivée de UC, c'est ça, plus 1 sur RC UC, c'est ça,
égale à E sur RC. Je peux factoriser par B exponentielle alpha de t. Il me reste dans le premier terme alpha et dans le second terme 1 sur RC. Et après, il me reste A sur RC et E sur RC. Donc ça donne A sur RC. Je fais passer E sur RC de l'autre côté. Ça me donne moins E sur RC. Tout ça égale à 0. Donc cette équation doit être égale à 0, quel que soit le temps t. À tout instant, elle doit être égale à 0. Pour vérifier ça, il faut que les termes entre parenthèses doivent être nuls à tout moment. C'est-à-dire alpha plus 1 sur RC égale à 0 et A sur RC moins E sur RC égale à 0. On trouve donc que alpha égale à moins 1 sur RC et A égale à E. Donc j'ai déterminé l'expression de A et l'expression de alpha. Pour trouver l'expression de B, on utilise la condition initiale que le condensateur n'est pas chargé initialement, c'est-à-dire UC à l'instant 0 égale à 0, ce qui veut dire que 0 égale A plus B exponentielle 0, c'est 1. Ça sera donc 0 égale à A plus B, c'est ça. Donc A égale moins B. Et puisque A égale à E, j'en déduis que B égale à moins E. Donc en remplaçant A par E et B par moins E, on trouve la solution finale. UC égale E, facteur de 1, moins exponentielle, moins 1 sur RCT. On a trouvé la fonction à laquelle obéit UC lors de la charge. On va passer maintenant à une méthode pour déterminer la constante de temps graphiquement, c'est-à-dire en utilisant la courbe de UC, on peut déterminer le produit RC qui s'appelle la constante de temps. Pour ça, on va utiliser la fonction UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 sur tout t. N'oublions pas que taux c'est R fois C. On va tracer d'abord cette fonction. Dans un repère où il y a en ordonnée la tension et en abscisse le temps, on trace cette fonction qui commence de 0 et qui se termine en E. Donc ici, on a une asymptote horizontale, c'est la valeur de la force électromotrice du générateur. Lors de l'expérience au début de la leçon, on avait constaté que lorsque le condensateur est chargé, elle atteint la valeur de la force électromotrice du générateur. C'est ce qu'on voit ici aussi. Une fois qu'on a la courbe de UC, on peut nous demander de déterminer la constante de temps. Il y a deux façons différentes. La première façon, on l'appelle la méthode de la tangente à l'origine. On trace une tangente à l'origine de la courbe, c'est-à-dire ici, on trace une tangente par rapport à cette courbe, et cette tangente va couper cette asymptote horizontale. Et l'intersection de cette asymptote avec la tangente, si je le projette sur l'axe du temps, je trouve la valeur de taux. Donc, on a ici la tangente, il coupe cet axe. Je le projette ici, je trouve la valeur de taux. Ça, c'est la première méthode. Quand est-ce qu'on va utiliser cette méthode? C'est lorsque dans l'énoncé de l'exercice, on a une courbe sur laquelle on a déjà tracé la tangente. À ce moment-là, on utilise pour la détermination de taux la méthode de la tangente à l'origine. Il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus précise, c'est la méthode des 63%. Si je prends l'instant t égale à taux, c'est-à-dire je veux savoir à quoi est égal UC lorsque t est égal à taux, j'aurai E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. La valeur de E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 n'est que 0,63. C'est-à-dire que 1 moins exponentielle moins 1 égale à 0,63 fois E. Donc je vais chercher ici sur l'axe des ordonnées la valeur 63% de E. Une fois trouvée cette valeur, je la projette sur la courbe. L'intersection avec la courbe, je descends sur l'axe des abscisses et je trouve la valeur de taux. Cette valeur est beaucoup plus
précise que celle trouvée avec la tangente. Donc, après avoir établi l'expression du UC à partir de l'équation différentielle, on peut nous demander de trouver la charge du condensateur. Il suffit de multiplier UC par C, car on sait que la charge Q égale C fois UC. Mais on peut nous demander aussi de déterminer l'expression du courant de charge, c'est-à-dire l'intensité du courant au cours de la charge. Pour cela, on utilise la relation déjà établie que I égale à C d de UC sur dt. Et on sait que UC égale E, facteur de 1, moins exponentielle, moins 1 sur RC fois T. Donc, si je dérive cette relation, je trouve que I égale C fois la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est E sur RC exponentielle. E sur RC exponentielle. Avec C, ça simplifie et il me reste I égale à E sur R exponentielle moins 1 sur RCT. Je constate qu'à l'instant t égale à 0, I est égal à E sur R. Et lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0, donc I tend vers 0. Ce qui donne le graphe suivant. Il commence d'une valeur différente de 0 pour atteindre 0 à la fin de la charge. Cette remarque, elle est compatible avec les résultats de l'expérience. Pour trouver taux à partir de la courbe de I, on trace une tangente à l'origine. Il coupe l'axe du temps en une valeur t égale à taux. Maintenant, si on veut étudier le dipôle RC soumis à un échelon de tension décroissant, on va suivre la même méthode que précédemment. C'est-à-dire, on peut nous demander l'équation différentielle. Et pour cela, on aura un circuit électrique où il n'y a pas de générateur. Et pour appliquer la loi des mailles ici, on va trouver moins UR moins UC égale à 0. C'est-à-dire aussi UC plus UR égale à 0. Et de la même manière que tout à l'heure, c'est remplacer UR, on va trouver l'équation différentielle suivante. Je vous laisse le soin de refaire ce calcul. Il suffit de remplacer UR par l'expression RC DUC sur DT. Donc, l'équation, vous pouvez la laisser comme ça en fonction de RC ou bien en fonction de taux selon la question. C'est aussi une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, mais cette fois-ci sans second membre. C'est la différence parce qu'il n'y a pas de générateur. La solution de cette équation, elle est identique à la précédente, c'est-à-dire qu'il va s'écrire de la même manière, UC égale A plus B exponentielle alpha t. On va calculer A, B, alpha de la même manière, c'est-à-dire la même chose. On va trouver alpha c'est moins 1 sur RC, mais on va trouver A égale à 0 et B égale à E. Donc l'équation du UC lors de la décharge va s'écrire UC égale à E exponentielle moins 1 sur RCT. On constate qu'à l'instant 0, ça commence de E et à l'infini, ça se termine à 0. Donc c'est une courbe décroissante. On peut nous demander aussi de déterminer la constante de temps à partir de la courbe de décharge. Pour cela, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. C'est d'abord tracer la fonction UC égale E exponentielle moins 1 sur taux fois t. C'est une fonction décroissante qui part de E. Ça, c'est l'asymptote horizontale à laquelle tend cette courbe à la fin, en utilisant la méthode de la tangente à l'origine, c'est-à-dire on trace la tangente à la courbe à l'origine. Cette tangente, il coupe l'asymptote horizontale UC égale à 0 en un point tout dans le cas de la décharge. Donc je vais tracer une tangente et il coupe l'axe de temps en une valeur qui s'appelle taux ou bien qui a la valeur de taux. On peut utiliser la méthode, mais cette fois-ci pas de 63%, mais de 37%. Si je remplace t par taux,
je trouve que la valeur que prend cette tension UC, c'est E exponentielle moins 1, c'est 0,37 E, c'est 37%. Donc, je cherche 37% de cette valeur, c'est-à-dire je cherche où se trouve 0,37 E. Je le projette sur la courbe et sur l'axe des temps pour trouver la valeur de tout. Donc, si j'ai la courbe de décharge du UC, c'est 37%. Si j'ai la courbe de charge, c'est 63%. On peut nous demander aussi de déterminer l'expression de l'intensité du courant, mais cette fois-ci lors de la décharge. Pour cela, il suffit d'appliquer la relation I égale à 7 dUC sur dt avec la nouvelle expression de UC, c'est E exponentielle moins 1 sur RC fois T. En faisant cette dérivée, on trouve que I égale moins CE sur RC. En simplifiant par C, ça devient moins E sur R exponentielle. C'est la même expression de tout à l'heure, mais avec un signe moins. Ceci veut dire que le courant de charge et de décharge ont des sens opposés. La courbe de I en fonction de T est la suivante. C'est une courbe qui se trouve dans la partie négative. Elle commence de moins E sur R. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle tend vers la valeur 0. Toujours pour déterminer taux à partir de cette courbe, je trace la tangente à l'origine et lorsqu'il coupe l'axe, c'est la valeur de taux. C'est la fin de la leçon, le condensateur des pôles RC. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.